Les gens de la mosquée. Je commençais à faire connaissance avec les gars de la mosquée. Certains ne sortaient de la salle de prière qu'en cas de force majeure. Les Marocains, Mustapha, Mohsin et Abdel Fattah, ainsi que les Algériens Jamal et Mohamed étaient de ce genre. Les autres passaient la nuit à la mosquée et au petit matin partaient chercher leur pain quotidien. Malgré son jeune âge, Mustapha était le patron. Il avait quitté le Maroc pour faire ses études en France à la fin des années 80. Il les interrompit pourtant pour des raisons obscures avant de se retrouver en Allemagne. Il aurait erré un bon moment avant d'élire domicile dans cette mosquée. Très pieux, Mustapha était le musulman idéal, très avenant et serviable. Ce n'était pas un ange non plus. Il m'est arrivé à moi et à d'autres 2-3 sales histoires. Je les mentionnerai plus tard. Son second était Jamal Lorané, plus âgé, assez maigre et à la mine patibulaire. Il était pieux, mais seulement en apparence. Il habitait aux frais de la princesse à la mosquée, mais était un tir au flanc de première catégorie. Dès qu'il y avait de la déconne, cependant, il n'était pas en reste. Mohsin le Marocain et Mohamed l'Algérien, que Dieu ait leurs âmes, étaient comme deux frères jumeaux. Ils avaient atteint les cimes de la piété et nous impressionnaient tous par leur discipline de fer à ne rater aucune pratique religieuse optionnelle. Jeûne en dehors du ramadan, prières supplémentaires, lecture du Coran, leur vie n'était que dévotion, et je suis sûr qu'ils devaient prier même dans leur sommeil. Abdel Fattah, le malchanceux d'Oujda, exerçait illégalement le métier de guide touristique au Maroc. Lors d'une sortie en groupe, il aurait mis le grappin sur une vieille dame qui l'emmena en Allemagne. Mais cela ne fit pas long feu, car au bout d'un an, il se serait pris la tête avec ses enfants et elle l'aurait mise à la porte. Il tenta sa chance avec d'autres momies, mais malheureusement sans succès. Tombé dans la clandestinité, il finit par trouver refuge à la mosquée, comme les autres. Il était super sympa, et comme il était d'un certain âge, il pratiquait un islam folklorique, gentil, celui du film Le Message. Il s'entendait du reste très bien avec Jamal Lorané. Tous les deux n'avaient nullement le profil de l'islamiste type, et n'auraient pas occupé cette mosquée s'ils n'y avaient pas été acculés par les circonstances. Ils étaient donc 5 et j'étais leur 6e, et non leur chien, comme dans la version musulmane des dormeurs d'Éphèse. Petit à petit, je commençais à connaître tous les visiteurs de la mosquée, leurs noms, où ils habitaient, qui d'entre eux venaient tous les jours, qui le week-end seulement, les riches, les pauvres, etc. À partir de la prière du crépuscule, on commençait à voir défiler la lide de l'humanité. Tous les marmiteux des environs se déversaient dans la mosquée, et chacun charriait avec lui un drame humain. Il y avait là pêle-mêle des réfugiés de la guerre civile algérienne, des anciens prisonniers, des demandeurs d'asile, et même certains qui avaient perdu la boule. Ces pauvres calamiteux étaient tous à la recherche du même sésame, les papiers de résidence. Ils passaient le plus clair de leur temps à coller les allemandes en espérant le salut. Mais comme à toute chose, malheur est bon. La fréquentation de ces derniers m'immunisait contre un endoctrinement rapide. Il me rappelait qu'il y avait une vie en dehors des murs de la mosquée. Il me rappelait le rêve allemand, ce pourquoi j'étais venu ici, et ce que je devais faire. Certains des sponsors de la mosquée étaient des Libanais friqués. Quand ils venaient nous voir, c'était jour de fête. C'était comme le bon tonton, qui ne venait jamais les mains vides. Pâtisserie orientale, dattes, lait ou encore jus de fruits était toujours au programme en plus du pourboire obligatoire. Et puis, de temps à autre, c'était le débarquement américain. Les soldats US qui venaient à la mosquée étaient quasiment tous des blacks, membres de Nation of Islam. Ils pratiquaient un islam à eux, un truc surréaliste, mais on était heureux de les accueillir parce qu'ils étaient américains et musulmans. Leur compréhension de l'islam était rudimentaire, mais personne n'osait les contrarier, tellement ces armoires à glace inspiraient crainte et respect. Ma communication avec eux était minimale et ne dépassait pas le cadre du sourire et du yes and no. Quand ils venaient, le parking de la mosquée se remplissait de bolides et de 4x4. Ils nous dépannaient à chaque fois qu'on avait besoin de matos. Qu'il s'agissait de sonos, de VHS ou de photocopieuses, le rapport qualité-prix était excellent. Ceux qui tiraient aussi parti des Amerlocs étaient les gars d'Afrique subsaharienne qui parlaient anglais. Ils se mélangeaient bien avec le peuple noir de l'oncle Sam. À ce propos,
L'une des plus grandes mystifications de l'histoire de la mosquée fut l'œuvre d'un Ghanéen. On a tous marché dans la combine, à tel point qu'on l'appelait Bilal l'Américain. Même s'il ne connaissait que dalle de l'Amérique et n'y a jamais mis les pieds. Notre ami Bilal, l'Américanéen, était néanmoins très pieux, même s'il a longtemps gardé le silence sur son ascendance africaine. Occasionnellement, on recevait la visite de personnes de passage qui, chacune, avait une histoire abracadabrante à raconter, comme celle de Samy l'Algérien. De mère française et de père algérien, il ne reçut pas d'éducation religieuse et alla la chercher chez des prédicateurs salafistes. Après quoi, il se laissa pousser la barbe, se drapa dans les habits des religieux d'Arabie Saoudite, prit son bâton de pèlerin et se mit sur le sentier de la foi, sans se soucier de ses propres parents qu'il abandonna à leur sang d'encre. Un jour, après la prière de midi, nous écoutions des chants de djihad quand on frappa à la porte. J'ouvris et tombai nez à nez sur Samy. De teint pâle à la base, ses yeux verts et sa barbe naturellement rousse lui donnaient un air irréel. On aurait dit un compagnon du prophète ressuscité. À mon salut canonique en arabe, il répondit en algérien. Il ne parlait pas l'arabe classique, il ne parlait que le français et l'algérien. Pour ce qui est des connaissances religieuses, elles étaient au ras des pâquerettes. Tout ce qu'il connaissait était ce qu'on lui avait raconté. Pire, il ne pouvait même pas lire le Coran. Un truc bizarre, presque malsain. Le gars ressemblait à Ali ibn Abi Talib, le compagnon du prophète, mais il baragouinait difficilement chaque mot du Coran qu'il prononçait. Samy était impulsif. Il pouvait péter un boulon pour le moindre motif. Une fois, un frère ayant mal entendu son prénom l'appela Samiri, le Samaritain. Il se transforma en monstre de colère à l'évocation du nom de ce personnage qui, dans le récit coranique, a été l'artisan du veau d'or que le peuple d'Israël adora en attendant le retour de Moïse. Il resta 2 jours furieux avant de se calmer. Samy rentrait tous les mois en France, cherchait l'argent de l'aide sociale, le RMI à l'époque, puis il continuait sa tournée, sans aucun objectif terrestre, de mosquée en mosquée à travers l'Europe. Pour la petite anecdote, un jour pendant la prière collective, alors qu'il était à mes côtés, je remarquai qu'en se relevant, il laissa tomber une dent par terre. J'ai flippé un coup, n'ayant pas compris ce qui venait de se passer. Mais après la prière, il m'expliqua qu'il s'était fait refaire les dents pour une somme dérisoire en Pologne. La qualité polonaise montrait ses défauts pendant les prières. Samy était complètement à l'ouest. Il était incohérent, sautait du coq à l'âne en permanence. Ce jour-là, sans transition, au lieu de réfléchir à une solution pour ses dents, il se mit à se plaindre de toute autre chose. Ouah, laisse tomber. Je voulais sortir admirer la nature d'Allah. Impossible, frère. Que des tours partout. Tu ne vois même pas le soleil. Starfullah. Le djihad était dans de beaux draps avec des farfelus pareils.